Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comme une History. « 27 mars 1938. Des trombes d'eau s'acharnent sur les 30 athlètes répandus sur la pelouse du terrain de Francfort. 1200 spectateurs sont venus assister à ce match opposant l'Allemagne à la France. Le ballon est glissant, les fautes se succèdent et aucune équipe ne semble pouvoir dérouler son jeu. Pourtant, la situation semble profiter aux Allemands. Eux, les outsiders, eux qui subissent depuis 10 ans les stigmates de la défaite perpétuelle, peuvent enfin entrevoir l'espoir d'une victoire. Ils mènent 3-0 face à l'équipe de France. Il reste moins de 2 minutes à jouer. L'équipe de France pilonne les lignes allemandes sans parvenir à la franchir. Et voilà que les joueurs du Reich se mettent à la faute. Nous sommes à 20 mètres face au poteau. Le demi de mêlée montferrandais, Pierre Thiers, prend ses responsabilités. Il a au bout de sa botte l'opportunité de revenir au score. Mais aujourd'hui, à l'image de son équipe, rien ne lui réussit. Le ballon file à côté des perches et l'équipe d'Allemagne remporte la victoire. Au-delà de la défaite française, ce match interroge. Comment, dans les années 1930, alors que les nazis sont au pouvoir, une relation continue se met en place entre les deux fédérations, françaises et allemandes, au point d'aboutir à une union rugbystique continentale. Cette question sera le cœur de ce nouvel épisode. Si elle n'a pas envoyé ses meilleurs joueurs, ce match n'a rien d'anodin pour l'équipe de France. Depuis près de 8 ans, l'Allemagne est la seule équipe qu'elle affronte sur la scène internationale. Les 4 fédérations britanniques ont en effet décidé conjointement d'évincer le 15 tricolore du fameux tournoi des 5 nations. Par un message lacunaire, elles annoncent le 2 mars 1931 « Nous sommes dans l'obligation de déclarer qu'étant donné les conditions peu satisfaisantes dans lesquelles le rugby-football est dirigé et joué en France, ni notre union, ni les clubs dépendants de sa juridiction ne pourront organiser de matchs avec la France ou avec les clubs français. » Mais que reproche-t-on à la France ? Pour comprendre les reproches des instances dirigeantes britanniques, il faut comprendre ce que représente le rugby chez elles. Dans les années 1880-1890, le rugby britannique se déchire sur la question de la rémunération des joueurs. Une scission voit le jour, donnant naissance au rugby à 13, qui devient dès lors professionnel, le rugby à 15 lui restant amateur. Et cet amateurisme devient, pour les dirigeants britanniques, l'âme de ce sport. Problème. La France connaît les mêmes divergences dans les années 1920. Les clubs des grandes villes aspirent au développement économique de leur structure et développent une vision élitiste. Selon eux, c'est en réduisant le nombre de clubs et en professionnalisant les clubs que le rugby français pourra se développer et talonner leurs adversaires d'outre-Manche. Des distensions sérieuses se font entre des grands clubs tels que le Stade Toulousain et la Fédération française, à tel point qu'en janvier 1931, 12 des principaux clubs français décident de faire sécession et de créer leur propre fédération, l'Union française du rugby amateur. Si ce projet ne dure que 2 ans, avant qu'un accord ne soit conclu entre les deux parties, il crée un schisme au sein du rugby français et, tout comme en Angleterre, donne naissance en 1934 à une division entre le rugby à 15 et le rugby à 13 qui entre alors en plein essor en France. Les instances britanniques voient donc d'un très mauvais œil cette tentative de professionnalisation du rugby français, tout comme les divisions touchant à sa fédération. Mais ce n'est pas le seul problème. L'autre nuage noircissant le ciel du rugby français est la violence. Celle-ci se perçoit tant dans le championnat que dans les rencontres internationales, et plusieurs événements viennent le prouver. Le premier a lieu le 4 mai 1930. Les 2 demi-finales du championnat de France se déroulent conjointement entre Quillan et Carcassonne d'un côté et Agen et Pau de l'autre. Les 2 matchs tournent à la boucherie. Le premier est résumé par le journal Loto de la manière suivante.
De nombreuses mêlées fermées, de fréquents cafouillages, la lutte serrée de deux packs égoïstes et inintelligents, et vous aurez une idée à peu près exacte de ce que fut la rencontre. L'article n'omet pas d'aller dans le sens des Anglais, puisqu'il note: la banalité du spectacle vient peut-être expliquer pourquoi les Britanniques sont encore nos maîtres et le demeureront tant que les méthodes en vigueur chez nous n'auront pas été modifiées. L'autre demi-finale est encore plus sombre. Si le jeu a, semble-t-il, été plus plaisant, les joueurs des deux équipes se sont rendus coup pour coup. Dès les premières minutes, le jeune ouvreur agenais, Michel Pranier, subit un violent plaquage qui lui brise une vertèbre des cervicales. Conduit à l'hôpital, il y succombera le lendemain. Cette violence en championnat trouve écho dans les matchs internationaux du 15 de France. Plusieurs incidents émaillent leur rencontre. L'équipe de France possède déjà un lourd passif, puisqu'elle fut à l'initiative de l'exclusion du rugby à 15 des Jeux Olympiques. Organisée en 1924 en France, la finale voit s'opposer les États-Unis aux Français dans le stade de Colombes. Battus par le même adversaire lors des JO d'Anvers en 1920, les joueurs français sont revanchards et font preuve d'une violence inouïe. Le comportement du public est lui aussi à pointer du doigt. Ce méchant tableau amènera les organisateurs à exclure cette discipline des éditions suivantes. Autre exemple, le 1er janvier 1927, lors du match d'ouverture du tournoi des 5 nations, la France affronte l'Irlande. Le match est âpre et les Irlandais finissent par l'emporter aux grandes dames des supporters français. Ces derniers, après avoir copieusement hué l'arbitre écossais tout au long de la rencontre, tentent de s'en prendre à lui à la fin du match. Il faudra un vrai miracle pour qu'il échappe à la vindicte populaire. Enfin, le 21 avril 1930, la France a l'occasion de remporter son premier tournoi. Une aubaine, d'autant qu'elle reçoit chez elle, pour la dernière journée, une équipe du pays de Galles qui semble être à sa hauteur. Alors que le rugby français est de plus en plus critiqué par les fédérations d'outre-Manche, plusieurs questions se posent à la veille de la rencontre. Le rugby français parviendra-t-il à évoluer, à jouer dans la cour des grands et à se mettre à la hauteur des Britanniques qui depuis trop longtemps les regardent de haut? Malheureusement, non. Un article de presse de l'époque résume trop ce dont souffre le rugby français. De la bourre, de la lutte libre, du pugilat, de la boxe anglaise et française, du jiu-jitsu, du combat. Tel a été, en résumé, le sort du match de rugby France-Galles. Alors que les dirigeants fédéraux font un appel du pied pour que la France intègre le prestigieux et élitiste cénacle de l'International Rugby Football Board, les dirigeants des nations britanniques, eux, s'insurgent du comportement des Français. Comme nous l'avons dit, le couperet tombe en mars 1931 et la France se retrouve orpheline, séparée de ses maîtres britanniques qui avaient su l'élever année après année vers le niveau international. Ne pouvant plus compter sur leurs adversaires d'outre-Manche, les Français vont être contraints de se rapprocher de leurs ennemis d'hier, l'Allemagne. La fédération allemande est alors en plein développement sous les ordres d'un président énergique nommé Hermann Meister. Le rugby, importé en Allemagne par les Britanniques, n'a pas connu le même développement qu'en France. S'il connaît un bastion autour de quelques clubs tels que ceux de Francfort, Hanovre ou Heidelberg, le rugby est loin de se démocratiser. La Première Guerre mondiale n'arrange en rien la situation. L'Allemagne, vaincue, est isolée sur le plan international. Hermann Meister sait bien que les stigmates de la guerre seront longs à effacer, mais il a bien compris que le salut du rugby allemand passera par des rencontres internationales. Ainsi, l'équipe d'Allemagne affronte tout d'abord des nations mineures telles que les Pays-Bas ou l'Espagne. Puis, dans un second temps, l'idée est d'inviter des clubs français et britanniques à venir se confronter à leurs homologues d'outre-Rhin. Il note ainsi, dans son journal, la France et l'Angleterre, nos frères ennemis, sont pour l'instant encore hors jeu. Mais nous avons entre-temps découvert un nouveau pays où poussent les ballons de l'Ovélie, la Hollande. Espérons que la camaraderie germano-britannique succédera à la camaraderie germano-hollandaise et qu'on fera enfin une différence nette entre sport et politique,
qui correspondent à l'esprit du sport. Cela ne se fait pas sans heurts. Pour exemple, alors que l'équipe d'Oxford avait accepté en 1923 de venir affronter les meilleures équipes allemandes, ils durent faire face à la résistance de l'opinion publique et se présenter sous l'appellation South African Team Oxford pour ne pas donner un caractère trop officiel à la rencontre germano-anglaise. Néanmoins, à force de volonté, le plan d'Hermann-Meister finit par fonctionner. Le 17 avril 1927, devant 25 000 spectateurs réunis au stade de Colombe à Paris, des joueurs allemands pénètrent pour la première fois de leur histoire sur la pelouse avec la tenue de la sélection nationale. L'équipe de France leur inflige certes une lourde défaite, 30-5, mais l'essentiel n'est pas là. Comme le confie le capitaine allemand, avec l'expérience recueillie au cours de la partie d'hier, j'espère, et j'ai même la conviction, que nous ferons bien mieux à Francfort le 15 mai à l'occasion du match retour. Car oui, ce premier France-Allemagne est loin d'être le dernier. À partir de 1927, une rencontre a lieu au moins une fois par an. Une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Bien qu'un fossé sépare le niveau des deux équipes, cette opposition revêt une importance particulière à partir de 1931, car c'est la seule rencontre internationale que joue l'équipe de France. Toutefois, cette relation semble s'obscurcir lorsque Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933. D'une part, nous pouvons supposer que les relations franco-allemandes en viennent à se tendre. D'autre part, quel avenir le régime nazi offre au président de la Fédération allemande, lui qui a défendu durant une décennie l'ouverture et une vision européenne de son sport. Contre toute attente, les matchs ne cessent d'être joués. Mieux encore, la relation entre les deux fédérations tend à se renforcer. Mais avant de s'intéresser à cette question, il nous faut nous attarder un instant sur le rapport qu'entretient le régime nazi avec le rugby. Dès leur arrivée au pouvoir, en janvier 1933, les nazis s'emparent de la question du sport, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est l'une des clés de leur politique raciale et suprémaciste. À travers sa focale d'une Allemagne aryenne, Hitler souhaite modeler l'idéal corporel de son peuple. Cela passe par la valorisation du sport et de l'exercice physique, tant chez les hommes, dans une perspective militariste, que chez les femmes, dans une optique nataliste. Pour cela, le temps des activités physiques est renforcé à l'école, tout comme dans les diverses organisations des jeunesses hitlériennes. Deuxièmement, le sport devient un support de la propagande du régime. Ce dernier l'utilise allègrement afin de glorifier la nation. Dans cette perspective, Hitler adopte avec le sport la même politique que pour le reste des instances du pays. Un contrôle absolu sur les organisations sportives. Cela passe par une politique de centralisation sous le contrôle du chef des sections d'assaut, Hans von Schammer und Osten. Néanmoins, les historiens notent deux phases dans ce processus, avec pour point de bascule les Jeux olympiques de 1936. L'Allemagne, craignant un boycott massif, met tout en place pour montrer un semblant d'ouverture et de continuité. Les fédérations, notamment au niveau local et régional, gardent une certaine autonomie. Mais tout change à la fin des JO. Le régime nazi applique alors une politique de centralisation et de nationalisation des associations sportives. Elles sont remplacées par une agence gouvernementale nommée la VRL. Le rugby n'y échappe pas. Il intègre le département numéro 2 de l'agence nationale, au même titre que le football ou le cricket. Si le rugby, sport mineur en Allemagne, était perçu comme une activité britannique, et donc suspecte du point de vue nazi, il profitera du soutien d'un homme fort du régime, Albert Speer, architecte en chef du Troisième Reich et ministre de l'Armement. Ce dernier a pratiqué le rugby dans sa jeunesse, à Heidelberg, l'un des 3 clubs phares en Allemagne. De même, l'homme fort du rugby allemand, Hermann Meister, reste à la tête de la fédération nationale. Et cela pose question. Celui qui apparaissait comme un homme d'ouverture, un Européen convaincu, restera tout au long de la guerre en poste. Si les études historiques manquent sur cette question, Niels Havermann, dans son article « Le sport dans l'Allemagne nationale-socialiste en guerre »,
nous apporte quelques éléments de réponse pour comprendre le comportement de Meister. La collaboration du sport avec le gouvernement nazi résultait autant de motivations idéologiques que d'un calcul rationnel. Leur collaboration reposait sur l'espoir et l'intention de conserver les structures traditionnelles du sport ainsi que les avantages et honneurs accordés à ses dirigeants. Et in fine, assurer les ressources financières durement frappées par la crise économique mondiale des années 1930. Si l'on ne sait pas précisément les connivences qu'entretient Meister avec le nouveau régime, il ne cesse de se démener pour continuer la construction du rugby allemand et poursuivre le développement de celui-ci sur la scène européenne. On l'a dit, il profite de l'isolement français pour développer, avec la Fédération française, une nouvelle scène rugbystique émancipée de la tutelle britannique. Les matchs aller-retour entre les deux nations ne cessent de se disputer. Le 26 mars 1933, alors que le ministre nazi de la propagande, Göring, organise une conférence de presse pour rassurer les journalistes étrangers sur la politique antisémite qu'est déjà en train de mettre en place le régime, notamment par le renvoi des juifs de la fonction publique, le désormais traditionnel match annuel entre les deux nations est organisé au Parc des Princes, le 27 mars 1933. Si la croix gammée n'a pas encore supplanté au drapeau noir, blanc et rouge, peu de journaux, si ce n'est le quotidien L'Humanité, évoquent le régime nazi. Au contraire, à l'exemple du Petit Journal, on s'émerveille de la cordialité des adversaires et des représentants allemands dans les tribunes. Ces rencontres sont avant tout vues comme un moment d'apaisement, à l'instar de ce qu'on peut lire dans l'hebdomadaire France Olympique, l'ancêtre du Midi Olympique. L'intensification des rencontres sportives entre anciens belligérants constituerait le meilleur moyen de rapprocher et calmer les esprits. Dans ce processus de rapprochement et de développement du rugby continental, les deux nations s'associent à l'Italie pour créer la Fédération internationale du rugby amateur. Celle-ci se veut en rupture avec les Britanniques de l'IRBF. Elle est mise en place à partir de janvier 1934, avant que la FIRA ne soit officiellement constituée le 24 mars de la même année, juste avant l'ouverture du désormais classique France-Allemagne, se jouant cette année-là à Hanovre. À la lecture des journaux sportifs de l'époque, on constate que la publicité autour de ces rencontres se renforce. Les matchs sont même radiodiffusés. On perçoit également un regard plus politisé de la part des journalistes sportifs dans leur compte-rendu des rencontres. Ils décrivent en détail l'orchestration et la mise en scène des nazis, tout en soulignant systématiquement la bienséance respectée par leurs hôtes allemands. Cette nazification, bon chic, bon genre, se perçoit également par le rajout du titre Führer du rugby allemand devant le nom du président Hermann Meister. Toutefois, cette unique rencontre internationale n'échappe pas aux critiques acerbes de nombreux journalistes qui vilipendent à la fois la faiblesse du rugby allemand ainsi que la pauvreté du jeu français causée, selon eux, par les carences de confrontation contre leurs homologues britanniques. Ainsi, au lendemain de la 10e confrontation franco-germanique, un journaliste du journal L'Auto écrit « On se fait scrupule de donner au compte rendu de l'unique partie internationale de l'année un tour polémique. Mais, en vérité, comment illustrer d'une image plus saisissante cette évidence que le rugby ne peut être joué ainsi n'importe comment et par n'importe qui? Nous avons rarement vu une partie internationale aussi quelconque. Ce sont des parties pareilles qui démontrent, petit 1, qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre le rugby à l'univers entier. Petit 2, le chef-d'œuvre que nous avons réussi et la perte que nous avons enregistrée en nous brouillant avec les Britanniques. Cela ne décourage pas les deux fédérations de poursuivre leur rapprochement et leur politique de développement d'un rugby continental. Toujours boudés par les Britanniques et leur compétition des 5, dorénavant 4 nations, la France et l'Allemagne, à travers la FIRA, mettent en place une nouvelle compétition européenne. Un tournoi est en effet organisé en mai 1936 en prélude des Jeux Olympiques de Berlin. 4 équipes sont conviées, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Roumanie.
Celui-ci se déroule du 14 au 17 mai. Le résultat des demi-finales, France-Roumanie et Allemagne-Italie, ne donne aucune surprise. Le pays hôte et l'équipe de France se retrouvent donc en finale de ce premier tournoi européen. La partie est âprement disputée par les joueurs d'outre-Rhin. La presse française de l'époque, relatant le match, évoque un arbitrage plus que critiquable, donnant à la rencontre un tournant inattendu. À quelques minutes de la fin, c'est l'Allemagne qui, contre toute attente, mène au score. Un essai français dans les dernières minutes a rétabli la hiérarchie et permet aux tricolores de soulever le trophée. Que retenir de cet événement? Si la fédération allemande comptait énormément sur ces rencontres pour mettre en lumière le rugby dans un contexte de ferveur sportive à quelques semaines des JO, il faut constater que celui-ci est un échec. Les spectateurs ne sont pas au rendez-vous et la presse souligne davantage la faiblesse du jeu et des équipes, notamment celle de la Roumanie. Si on reconnaît des progrès constants à l'équipe d'Allemagne, les journalistes français continuent de se languir de leur confrontation avec les Britanniques. Néanmoins, cette compétition se poursuit, profitant de l'éclairage médiatique d'événements internationaux. Si le premier tournoi s'était accroché au JO de Berlin, en se prénommant tournoi pré-olympique, le suivant, en 1937, se déroule en France, dans le contexte de l'exposition universelle organisée à Paris. Cette compétition se veut plus ambitieuse, avec l'intégration de la Belgique et des Pays-Bas. Les deux finalistes de la précédente édition sont exemptés des quarts de finale. Pour autant, la presse sportive de l'époque ne fait pas grand écho de cet événement. Obstrué par le salon de l'automobile et la rencontre de football opposant la France à la Suisse, l'ouverture du tournoi de rugby est seulement reléguée à quelques lignes à la 6e page du journal Loto. Il faut attendre la finale, gagnée face à l'Italie, pour que les rugbymen français soient mis à l'honneur. Si l'on maintient à bout de bras ce tournoi, l'année suivante, force est de constater que la formule s'essouffle. Organisé en Roumanie, on ne parvient à inscrire que 3 équipes, avec la France et l'Allemagne. Loin des yeux, loin du cœur, la presse française n'évoque l'aventure du 15 tricolore que dans les entrefilets des dernières pages de leurs journaux. Tout juste se réjouit-on de la revanche prise sur l'Allemagne après la surprenante défaite que nous évoquions en début d'épisode. Preuve du déclin de la formule, la FIRA annonce le report du tournoi 1939 qui devait se tenir en Italie. Celui-ci est remis à l'année 1942. Cette victoire en Roumanie est la dernière rencontre franco-allemande d'avant-guerre. Cependant, les équipes et sélections régionales françaises continuent de se rencontrer avec celles du Reich. Alors que le contexte international commence à s'obscurcir, on note du côté de la Fédération française un sentiment pacifiste. Pour exemple, le journal officiel de la Fédération, nommé sobrement Rugby, se félicite du retour de Daladier ayant signé les accords de Munich. Dans leur colonne, nous pouvons également voir qu'un match entre les deux nations était prévu pour le 26 mars 1939. Ce match n'aura jamais lieu. Au fil des mois de l'année 1939, l'idylle franco-germanique semble péricliter. En parallèle de l'évolution de la politique extérieure du gouvernement français, de plus en plus hostile à Hitler, les relations entre les fédérations françaises et allemandes coupent court. Cette annulation peut se mettre également en lien avec les rapprochements que tente de faire la Fédération française avec leurs homologues d'outre-Manche. À la mi-mars, les dirigeants français se mettent en contact avec les représentants britanniques. Le journal Loto fait ainsi l'écho d'officiels anglais s'étant rendus à la rencontre opposant l'équipe de France à une sélection des Pyrénées et fait courir le bruit d'une réintégration à l'orée de l'année 1941. Ce revirement n'est pas uniquement lié au contexte géopolitique. Nous l'avons dit, l'inquiétude britannique tenait en partie à la professionnalisation du rugby français. Les luttes internes au sein de la fédération ont permis de régler temporairement cette question en mettant fin au championnat, ainsi qu'aux dérives des salaires cachés et rétributions déguisées. Au 1er août 1939, le journal Loto annonce fièrement que les contacts avec la Rugby Union britannique ont repris et que des matchs contre l'Écosse, les Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande sont prévus à partir du 1er janvier 1940. Un mois après cette annonce,
la Seconde Guerre mondiale est déclenchée, laissant les terrains de rugby aux fantômes du conflit. Ainsi, durant plus d'une décennie, le destin du rugby français et allemand a été lié. Le premier, dans une tentative de rédemption face aux critiques britanniques, l'autre, sous la férule de son indéboulonnable dirigeant, dans la volonté de développer un sport marginal et de s'imposer sur la scène internationale. Cette fraternité, au-delà des divisions politiques, s'explique par la nécessité que chacun avait besoin de l'autre pour exister. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et vous dis à bientôt.